le 7 février, par Alfred Mortier. Chapitre 1er. Il était 6 heures du soir. Je revenais de la Sorbonne où j'étais allé assister à la soutenance d'une thèse de doctorat ès-lettres, quand je croisai l'inspecteur Mick qui remontait le boulevard Saint-Michel. On était au mois de juin. Il faisait chaud et nous nous assîmes à la terrasse d'un café. « Vous avez l'air songeur, dis-je au policier, ou plutôt distrait, car vous, qui voyez tout, ne m'aviez pas aperçu. Quelque chose qui ne va pas. C'est toute une histoire, et j'en suis encore interloqué. »« Une histoire ?» m'écriai-je alléché. « Soyez gentil, contez-la moi. »« Volontiers. » Il but une gorgée de bière et commença. « Le crime dont je vais vous parler s'est présenté de la façon la plus ordinaire. Il y a 4 mois, le 7 février, vous avez dû lire ça dans les journaux, on découvrait au rez-de-chaussée d'un petit hôtel de la Plaine Monceau, rue Henri Rochefort, le cadavre d'un jeune viveur, M. Jean de Sailly. La victime avait été assommée dans son lit durant son sommeil avec une statue de bronze qui garnissait la cheminée. Le visage était presque embouilli, le crâne à moitié défoncé. L'assassin s'était acharné sur le malheureux jeune homme. Un petit secrétaire était resté ouvert et ne contenait plus rien que quelques pages et lettres sans importance. L'argenterie enfermée dans le buffet de la salle à manger avait disparu, ainsi que quelques bibelots de prix, notamment une petite aiguière de la Renaissance en or massif. L'enquête révéla que M. de Sailly avait, la veille même, un samedi, touché chez son notaire, vers 3 heures de l'après-midi, une somme de 120 000 francs, montant de la vente d'une de ses fermes en Normandie. Cette somme, que vu la fermeture du samedi il n'avait pu déposer à sa banque, avait également disparu, et tout laissait présumer qu'il l'avait enfermée dans le secrétaire trouvé vide. On apprit à ce propos par le notaire que la victime avait hérité 3 ans auparavant de la fortune de son père, environ 1500 000 francs, mais que le jeu, les courses, les filles et une noce crapuleuse avaient rapidement presque anéanti ce capital qui consistait en domaines agricoles, où M. de Sailly père faisait de l'élevage. En somme, ce fils de famille était peu intéressant et ne représentait pas une grande perte pour la société. Mais ce n'était pas mon affaire, et je commençai mes recherches avec tout le zèle dont j'étais capable. L'enquête ne fut pas d'une difficulté exceptionnelle. La cuisinière, qui couchait au premier étage sur la cour, avait entendu rentrer son maître assez tard, selon son habitude. Vers 2 heures du matin, précisa-t-elle, car quelques minutes après le claquement de la porte d'entrée, 2 coups avaient sonné au clocher d'une église voisine. L'expertise médicale conclut que la mort était survenue entre 2 et 3 heures du matin. Un examen des lieux, et notamment de la fenêtre, élevée de 2 mètres au-dessus du trottoir, me permit de constater que le criminel avait eu les plus grandes facilités. L'espagnolette était forcée, les chaussures avaient éraflé la corniche, attestant son passage. À l'intérieur, je ne trouvais pas de traces particulières. Toutefois, dans la salle de bain, je vis une serviette mouillée et tachée de sang. J'y remarquai aussi une odeur de tabac. Comme il ne faut jamais rien négliger, j'en conclus que l'assassin avait peut-être grillé là une cigarette, mais je n'en aperçus pas les restes. J'eus alors l'idée de soulever le clapet de la bande d'écoulement de la baignoire, et j'y découvris un mégot trempé que je mis dans ma poche à tout hasard. Aidé de mon collègue, le brigadier Bagnoli, un Corse très intelligent, nous entreprîmes ensuite l'interrogatoire méthodique des voisins, mais personne n'avait rien vu ni entendu. Seul un limonadier dont le local fait le coin de l'avenue de Villiers se souvint que vers 1 heure, en mettant ses volets, il avait aperçu, stationnant à une 50aine de mètres, un individu de taille plutôt grande et coiffé d'une casquette, signalement bien vague mais dont il fallut se contenter. J'interrogeai de réchef la cuisinière, femme d'une 40aine d'années. Elle m'apprit que le jour du crime, M. de Sailly avait déjeuné chez lui, mais dîné dehors suivant son habitude. Comme je m'étonnais qu'elle fût seule à assurer le service, elle me répondit que son maître avait congédié 15 jours auparavant son valet de chambre et ne l'avait pas encore remplacé. C'était un très brave garçon, un Italien nommé Gino Tarelli, maladroit et peu stylé, car c'était sa première place. Je demandai à Annette, la cuisinière,
si elle connaissait des amis de la victime. Elle ne put m'en nommer qu'un certain Vladimir, un Russe, grand garçon imberbe, toujours coiffé d'une casquette, signalement qui me fit dresser l'oreille. Annette ignorait son nom de famille, mais savait qu'il était danseur mondain dans un cabaret de Montmartre. Je flairai là une piste intéressante et le soir même, je fis un tour dans les boîtes de la Butte, accompagné de Faber, inspecteur de la brigade mondaine. Vers minuit, nous découvrîmes le Vladimir en question, rue du Perret. Il était bien entendu au courant du meurtre. Après la fermeture, je l'emmenai chez moi où nous causâmes jusqu'à 3 heures du matin. Je commençai par lui demander l'emploi de son temps. Le danseur justifia d'un alibi en me déclarant, fait aisé à contrôler, qu'il avait passé la nuit du crime jusqu'à 2 heures du matin à son cabaret, comme de coutume, et qu'ensuite il était rentré chez lui et n'en était pas ressorti, ce qui me fut d'ailleurs confirmé le lendemain par le gérant du cabaret et par sa concierge. Après cela, Vladimir me parla assez longuement de Jean de Sailly. Les deux jeunes gens avaient sympathisé et plusieurs fois, le Russe avait eu recours à la générosité de son camarade. Mais dans les derniers temps, ils se voyaient moins souvent. Jean, qui jusqu'alors courait un peu toutes les filles, avait pris une maîtresse en titre, une nommée Sidonie Jaboul, jolie, très intelligente, avec laquelle il dînait tous les soirs. Sidonie l'avait accaparée, et lui avait même collé sur le dos son frère, un garçon de 22 ans, aussi joli que sa sœur, et que toutes les femmes de Montmartre s'arrachaient. Le trio ne s'ennuyait pas, et c'était toutes les nuits une vadrouille carabinée dans les parages que domine le Moulin Rouge. La piste de Vladimir sur laquelle je comptais me parut s'évanouir, mais il m'avait fourni des renseignements d'une certaine utilité. Je retrouvai sans trop de peine Sidonie Jaboul, qui me reçut dans un élégant appartement du boulevard Berthier. Elle était toute en larmes, soit qu'elle regrettât sincèrement son amant, soit qu'elle pleura une disparition qui lui causait un sérieux préjudice financier. On a beau être joli, on ne retrouve pas tous les jours un client de ce calibre. Entre une série de sanglots, Sidonie m'apprit que le soir du crime, elle, son amant et son frère Bobby avaient dîné à l'abbaye de Thélème. Ensuite, ils étaient allés voir la revue du Casino de Paris, après quoi ils avaient fait un tour dans 2 ou 3 cabarets de la Butte, qu'elle désigna. Vers 1h30, Sidonie, qui souffrait d'une rage de dents, avait demandé à son amant de la ramener avec son frère, boulevard Berthier. Ensuite, Jean était rentré chez lui, dans son auto. Le lendemain matin, elle avait téléphoné vers midi au domicile de Jean. Personne n'ayant répondu, elle avait cru que son amant dormait encore et que la cuisinière était sortie aux provisions. C'est par les journaux du soir qu'elle avait appris l'affreuse nouvelle. Son frère Bobby confirma ses dires. Tout cela, dont je vérifiai par la suite l'exactitude, ne me fournissait aucune indication sur la personne du meurtrier. Chapitre 2. D'une façon générale, on pouvait imaginer les phases du drame de la façon suivante. Soit qu'il eût fait le guet, soit qu'il connût les mœurs noctambules du jeune de Sailly, et ce fait qu'il couchait souvent chez sa maîtresse, le malfaiteur pénètre dans l'appartement un peu avant 2 heures du matin. Il dérobe l'argenterie, les bibelots, et s'apprête à fracturer le secrétaire lorsqu'il voit l'auto s'arrêter devant la porte. Pas de chance. Voilà un contretemps qui va compliquer sa tâche. Que faire? Va-t-il aussitôt essayer de supprimer l'intrus pour avoir le champ libre? Mais le jeune homme est vigoureux. Il est peut-être armé. Et cela fera du bruit. Des passants, un agent, peuvent être alertés. Décidément non. Mieux vaut attendre que le locataire soit couché, endormi. Le malfaiteur va donc se cacher dans la salle de bain. Pour tuer le temps, il allume un cigare. Au bout d'une demi-heure, n'entendant aucun bruit, il sort de son asile. Pour redescendre dans la rue, il faut qu'il passe par la chambre à coucher. Il y entre à pas de loup. Mais le dormeur a bougé, s'est éveillé peut-être. Alors, le meurtre a lieu. Pour éviter le bruit d'une détonation, l'homme a saisi la statuette de bronze et s'en sert comme d'une massue. Il frappe aveuglément dans la pénombre éclairée un peu par un bec de gaz planté à quelques mètres de là, sur le trottoir. Ainsi s'explique la violence, l'acharnement de ses coups. Certain cette fois de n'être plus dérangé, il ouvre le secrétaire, découvre, aubaine extraordinaire, une liasse épaisse de billets de banque, une véritable fortune. Il retourne dans la salle de bain, se lave soigneusement les mains, puis s'en va par le même chemin. Ceci établi, sur qui porter mes soupçons? Probablement sur un homme du milieu, sur un habitué des boîtes de Montmartre qui connaissait de vue Jean de Sailly
et savait qu'il ne rentrait jamais chez lui avant 3 ou 4 heures du matin, ou couchait assez souvent chez sa maîtresse. Calcul juste, car cette fois c'était le hasard d'une rage de dents qui avait fait Sidonie rentrer plus tôt que d'ordinaire et congédier son amant. Il y avait aussi, car je le répète, il ne faut rien négliger, 2 autres pistes à suivre. D'abord celle du jeune Bobby, mais une rapide enquête m'avait appris que le trio avait bien quitté simultanément le cabaret de la rue Fontaine désigné par Sidonie. Et la concierge du boulevard Berthier me précisa que le frère et la sœur étaient rentrés ensemble, car elle avait été réveillée par le bruit de leur voix. Enfin, Sidonie n'avait aucun intérêt à laisser tuer la poule aux œufs d'or. Il restait donc encore la piste du valet de chambre congédié et dont il fallait, à tout hasard, vérifier la Libye. En attendant, une autre idée me vint. Muni de mon bout de cigare, je me rendis à la manufacture des tabacs, rue de Charenton, et je priai l'un des experts de m'en indiquer la provenance. Après quelques instants de recherche, celui-ci m'apprit que ce mégot était d'origine italienne, probablement l'un de ces mezzi toscani que vendent tous les bureaux de tabac parisiens. Cette précision m'encouragea. Je réfléchis que ce Gino Tarelli, j'avais noté son nom, connaissait mieux que personne les habitudes de son maître. Il savait que la cuisinière logeait sur cour et ne pouvait guère entendre. Il possédait à merveille les êtres de l'appartement. C'était, dans l'obscurité rendue sans hésiter dans la salle de bain, au bout et en retrait du couloir d'entrée, avait repéré depuis longtemps la place de l'argenterie et celle des bibelots précieux qu'il se proposait de rafler. Enfin, ce n'était pas un malfaiteur de profession, il n'était pas venu pour tuer. La façon du crime dénotait le criminel d'occasion. Plus j'y songeais, plus je flairais la bonne piste. En tout cas, un interrogatoire serré s'imposait. Mais où et comment le retrouver? J'envoyai d'abord au renseignement mon collègue Bagnoli. Au ministère du Travail et au bureau des étrangers de la préfecture, il retrouva aisément sa trace. Mais au service des garnis, nous ne trouvâmes rien. Tarelli avait dû donner un faux nom. On répandit sa photo chez un grand nombre de logeurs dans les quartiers où fréquentent les Italiens. Aucun ne le reconnut. Tout ceci raffermit mes soupçons. Où donc couchait Tarelli? En examinant de plus près sa fiche, je notais cette particularité antifasciste. J'en conclus qu'il devait être affilié à quelque groupement politique de Fuoruschiti et qu'il avait très probablement trouvé asile chez l'un de ses camarades. Dès lors, la recherche devenait plus aisée, car nous connaissions ces groupes et leurs repères. Nous possédons des indicateurs spéciaux, des faux frères qui les surveillent. 48 heures ne s'étaient pas écoulées que Bagnoli vint m'annoncer qu'un individu répondant au signalement de Tarelli et se faisant appeler Morello logeait dans un taudis du passage du Bail, chez un réfugié nommé Bertoni, militant antifasciste avéré, condamné dans son pays à la relégation politique et qui avait réussi à passer la frontière. Dès lors, nous préparâmes la capture de l'ancien valet de chambre. Pour éviter un incident fâcheux, défense inopinée, coups de couteau, de revolver ou autres complications, nous résolûmes de le cueillir au moment où il allait prendre son repas dans un petit restaurant de la rue des Vinaigriers, juste en face du passage du Bail, de l'autre côté de la rue. C'est là que nous l'attendîmes, debout près du comptoir en sirotant un apéritif. Au moment où il s'approcha pour serrer la main au patron, un compatriote, je lui dis poliment « Pardon, il me semble vous reconnaître. Vous êtes bien le nommé Gino Tarelli. » Il tressaillit mais garda le silence. « Je suis inspecteur au service étranger. Voulez-vous me montrer votre carte de séjour ? » Je l'ai perdue, balbutia-t-il. « En ce cas, veuillez me suivre à la préfecture. » Je le précédai et nous sortîmes. Sur le seuil de la porte, me croyant seul, il eut un brusque mouvement pour s'enfuir. À ce moment précis, derrière lui, Bagnoli, qui est d'une force herculéenne, le ceintura, et le soulevant de terre comme un enfant, le porta dans notre taxi, qui stationnait à quelques pas de là. Le tout n'avait pas pris 3 minutes. Le patron, les consommateurs et les passants n'étaient pas revenus de leur surprise que nous étions déjà loin. Durant le trajet, personne ne souffla mot. Tarelli était assis entre nous, et nous le tenions chacun par un bras. Je l'examinais du coin de l'œil. Il regardait droit devant lui, les traits tendus. C'était un grand garçon, maigre, très brun, au nez busqué, au visage anguleux, bien peigné, comme il sied un valet de bonne maison.
Tenions-nous le coupable? Allait-il au contraire justifier d'un mot la dissimulation de son identité et de son domicile? Au fond, je ne possédais que des présomptions assez fragiles. On ne peut pas inculper un homme du seul fait qu'il fume des cigares de son pays et connaît les habitudes et la maison de son ancien maître. Et en admettant même qu'il éprouvât quelques difficultés à préciser un alibi, cela ne suffisait point à l'incriminer. Pour ma part, en matière d'arrestation, je suis d'une extrême prudence, et j'eus toujours à m'en louer. En somme, si Tarelli se montrait de sang-froid, qu'il fût innocent ou coupable, il nous serait difficile de le maintenir en état d'arrestation. Il est vrai qu'il avait tenté de s'enfuir, mais l'on pouvait mettre ce mouvement sur le compte du réflexe instinctif d'un étranger dans une situation administrative irrégulière et se cachant peut-être pour quelque motif politique. Durant ces réflexions, nous étions arrivés au quai des Orfèvres. Nous montâmes à mon cabinet. Là, pour éprouver sa réaction, je résolus de procéder par un coup de massue, afin de ne pas lui laisser le temps de discuter et de se ressaisir. « Gino, lui dis-je brusquement, tu es cuit. Pas la peine d'ergoter, j'ai des preuves. C'est toi qui as assassiné ton ancien maître Jean de Sailly. » L'effet de ces paroles fut foudroyant. L'homme devint pâle comme un mort, ses mains tremblèrent, il essaya vainement d'articuler un mot, poussa un soupir rauque, sa tête vacilla, retomba sur sa poitrine ruisselante de sueur. C'était l'aveu. Le brigadier Bagnoli lui souleva le menton et lui fit avaler un demi-flacon de rhum. Quand Tarelli eut repris ses sens, il parla. Je n'eus même pas besoin de l'interroger, il raconta tout, comme un homme qui n'en pouvait plus, qui avait besoin de se soulager d'un poids écrasant. Je vous résume sa déposition qui fut longue et à peu près conforme à ce que j'avais imaginé. Né d'une famille de braves cultivateurs piémontais, il était venu à Paris en raison de son hostilité au régime mussolinien. Après avoir exercé divers métiers mal rémunérés, il s'était fait domestique pour être mieux nourri et logé. Il était entré chez Jean de Sailly en décembre. La place était bonne, car le jeune maître payait bien, mais il était exigeant et brutal. Un jour que Tarelli avait été copieusement injurié, ayant le sang vif des Italiens, il perdit patience et répondit sur le même ton. Congédié, il erra dans Paris sans trouver de place. Au bout de 15 jours, ayant dévoré ses maigres économies, sans un sou, mourant de faim, l'idée du vol germa dans sa tête. Il savait que M. de Sailly enfermait toujours quelques billets de 1000 francs, pour les besoins courants, dans le petit secrétaire de sa chambre à coucher, sans compter l'argenterie et des bibelots de prix dont il connaissait l'emplacement. Tout cela constituait un butin facile, d'autant plus que le jeune homme rentrait toujours très tard ou couchait fréquemment chez sa maîtresse. Le 7 février, la nuit du crime, Gino avait fait le guet avant d'agir, attendant que les passants se fissent rares. C'était bien lui que le limonadier avait aperçu de loin. Ayant pénétré dans l'appartement, il s'apprêtait à forcer le secrétaire lorsqu'il entendit et vit stopper l'auto devant la porte. Aussitôt il se réfugia dans la salle de bain, y fuma la moitié d'un cigare, puis, n'entendant plus aucun bruit, son maître endormi, se rendit dans la salle à manger où il rafla l'argentine, les guerres en or et d'autres objets qu'il mit dans une sacoche à porter à cet effet. De là, il se glissa parfeutré dans la chambre à coucher. Dans la demi-obscurité, il aperçut Jean de Sailly profondément endormi, tout habillé. Il pensa que son maître, un peu ivre et harassé, s'était jeté sur son lit. À ce moment, il perçut un craquement du lit, vit bouger le dormeur et crut qu'il se réveillait. Pris de peur et n'ayant pas d'arme, ce qui prouvait bien, observa-t-il, l'absence de préméditation meurtrière, il saisit la statuette et frappa de toutes ses forces, comme un fou. Quand sa victime lui parut morte, il s'écroula dans un fauteuil, épuisé, tremblant, effrayé par son crime inattendu. Il demeura longtemps ainsi, puis l'instinct de la conservation lui rendit son sang-froid. Il alla se nettoyer dans la salle de bain, revint auprès du cadavre et se dit qu'il fallait fuir Paris au plus vite, tâcher de passer à l'étranger. Mais comment? Vendre l'argenterie, les bibelots, grave imprudence à présent, d'autant qu'il ne connaissait aucun receleur. Il eut presque envie de remettre en place les objets volés, trop compromettants désormais. Seul l'argent liquide du secrétaire allait le tirer d'affaire.
Bien que les premières lueurs de l'aube parussent à la fenêtre, il prit sa pince pour fracturer le petit meuble. Au premier effort, il s'aperçut que c'était inutile. Le secrétaire n'était pas fermé à clé. Quelle chance que cette négligence! Cela gagnait du temps. Hélas, ayant ouvert, il constata que le meuble était vide. Il eut beau tâter coin et recoin d'une main fiévreuse, pas l'ombre d'un fafiot. Alors, en proie à une amère déception, à une terrible inquiétude, la sueur aux tempes, il se sauva par la fenêtre du salon, qu'il avait escaladée 2 heures auparavant. Se cacher d'abord, se soustraire aux recherches. Il se rendit chez son compatriote Bertoni, auquel il raconta une fable, à savoir qu'il était menacé de mort par une bande fasciste, qu'il lui fallait disparaître quelques jours pour filer ensuite à Bruxelles, où on lui avait promis un emploi. Le lendemain, il réussit à vendre l'argenterie et la boîte en or pour quelques centaines de francs à un brocanteur de la zone. Mais, à la lecture des journaux relatant le meurtre, sa surprise fut grande en apprenant que le secrétaire contenait une liasse de 120 000 francs. Il en conclut que dans son trouble, il avait mal cherché et que cette énorme somme se trouvait dans un tiroir secret. Tel fut le récit de Gino Tarelli, qui nous parut véridique, sauf en ce qui concernait les 120 000 francs. Nous fûmes convaincus que le meurtrier avait caché cette somme quelque part, dans le vague espoir de la retrouver un jour à sa sortie du bagne, ou de l'utiliser pour une évasion éventuelle. Il nous dit en effet que, ayant agi sans préméditation et vu l'honnêteté de son passé, il espérait s'en tirer avec 20 ans de travaux forcés. Chapitre 3e. Je reçus les félicitations de mes chefs pour la prompte capture du criminel, et les choses suivirent leur cours. L'instruction n'offrait aucune difficulté, puisque le coupable avait avoué son crime. 3 mois plus tard, c'est-à-dire il y a 15 jours, l'affaire Tarelli fut fixée pour les assises du 10 juin. Or, au lendemain de la fixation, je reçus dans mon cabinet un coup de téléphone d'un certain docteur Brancion, qui, dit-il, désirait me voir au sujet du meurtre de M. Jean de Sailly. Je lui répondis dans l'appareil que l'instruction était depuis longtemps terminée par les aveux circonstanciés du meurtrier, et qu'en conséquence il était inutile qu'il perdît son temps à la préfecture de police. Mais mon interlocuteur insista pour être entendu, et par politesse je lui dis que je l'attendais. Je vous avoue que je ne voyais pas quel élément nouveau pouvait m'apporter ce témoignage. Il y a quelquefois des coups de théâtre dans les procès, où l'accusé proteste de son innocence, et plus d'un innocent, victime d'une erreur judiciaire, a été sauvé de la sorte par un témoin de la dernière heure. Mais dans le cas présent, le criminel avait avoué, et nous avions même une preuve matérielle de sa présence, le bout de cigare, sur les lieux du crime. Il lui fallut supposer que Tarelli fut un dément, un halluciné, ce qu'il n'était pas, ou bien qu'il eût consenti à risquer une condamnation à mort pour le compte d'un autre, ce que ne soutenait pas une minute l'examen. Aussi pensais-je que ce médecin, comme beaucoup de témoins, se faisait des illusions sur l'intérêt de ces renseignements. 20 minutes plus tard, on l'introduisit dans mon cabinet. C'était un homme d'une 40aine d'années, aux traits énergiques, au regard net et pénétrant. Il me fit bonne impression. « Monsieur, me dit-il en s'asseyant devant mon bureau, je sais parfaitement que l'affaire de Sailly est totalement élucidée, étant donné les aveux du meurtrier et les détails précis et concordants du crime. J'ignore si le détail inédit que j'apporte vous sera d'une utilité quelconque. Mais réflexion faite, je n'ai pas cru devoir le garder par devers moi. En ce cas, docteur, observai-je, permettez-moi de m'étonner que vous ayez tardé si longtemps à nous le fournir. Ce retard, répondit-il, s'explique par mon absence. Je m'occupe à Paris de médecine générale, et je fais de la clientèle pour gagner ma vie et celle de ma nombreuse famille. J'ai 5 enfants. Mais les recherches de laboratoire m'ont toujours passionné, et je me suis spécialisé dans le traitement de la peste bubonique, contre laquelle j'ai découvert plusieurs sérums successifs que je suis encore seul à préparer et à inoculer, de sorte que ce traitement ne peut se passer de ma présence. Tandis qu'il parlait, je me demandais quel rapport la peste bubonique pouvait bien avoir avec l'affaire de Sailly. Il poursuivit, sans paraître remarquer mon étonnement. Le 7 février, vers 8 heures du soir, je reçus une longue dépêche du gouvernement persan m'informant que dans la province d'Irak,
venait d'éclater une grave épidémie de peste bubonique. On m'offrait une somme équivalent à 250 000 francs de notre monnaie si je consentais à partir immédiatement en vue d'enrayer le mal. L'importance de la rémunération jointe à l'intérêt scientifique d'une expérience de ma méthode sur une grande échelle firent que je n'hésitais pas. Je pris mes dispositions pour me faire remplacer durant 3 mois par un confrère. Je préparai hâtivement mes fioles, mes ingrédients et mes bagages, et je retins par téléphone une place dans l'Orient Express. Tous ces préparatifs, assez compliqués, m'avaient conduit jusqu'aux environs d'1h30 du matin. J'étais sur le point de me mettre au lit afin de prendre au moins 4 ou 5 heures de repos, lorsque la sonnerie de mon téléphone retentit. On m'appelait au chevet d'une de mes plus anciennes clientes, une véritable amie, Madame W., qui venait d'être empoisonnée par des champignons et souffrait atrocement. J'habite au bout du boulevard Malesherbes, ma cliente rue de Prony. Il n'y avait pas à barguigner. Je descendis à mon garage, pris ma voiture et me dirigeai à grande allure vers la rue de Prony, par le boulevard Malesherbes et l'avenue de Villiers. Arrivé à la hauteur de la rue Henri Rochefort, je tournai à droite et je ralentis, car je venais d'apercevoir la lanterne rouge d'une palissade. On réparait une partie de la chaussée. Et voilà que mon moteur cala soudain. Presque en même temps, je vis une auto stopper plus loin. La palissade des travaux cachait ma voiture. Tandis que j'essayais de la remettre en marche, je vis descendre de la dite auto 3 personnes, un homme soutenu à gauche par une femme, à droite par l'autre compagnon. L'homme de droite ouvrit avec une clé la porte d'un petit hôtel et tous 3 pénétrèrent dans la maison. À ce moment, mon moteur se remit à marcher. En traversant la rue Henri Rochefort, je vis de la lumière au rez-de-chaussée et des ombres se profilant derrière les rideaux. Je n'attachais aucune importance à cet incident. D'ailleurs, j'avais un souci plus pressant. Et le lendemain, à la première heure, je prenais le train pour Téhéran. Mon absence a duré 13 semaines, durant lesquelles, affolé par une besogne écrasante, je n'ai pensé qu'à ma mission. J'avais bien autre chose en tête que de lire les journaux, qui du reste n'arrivent pas dans ces bourgades éloignées de tout centre civilisé. Ce n'est qu'en rentrant à Paris, il y a 3 jours, que j'ai vu annoncer la fixation de l'affaire de Sailly, et récapituler, selon l'habitude, les principaux éléments de l'accusation. Je me suis alors souvenu de ce que j'avais vu durant la nuit du 6 au 7 février, et j'ai pensé que mon témoignage pourrait peut-être encore servir à quelque chose. « Soyez-en vivement remercié, docteur, » lui dis-je. « Vous m'apportez un fait curieux, un fait nouveau, dont je n'entrevois pas encore les conséquences, mais qui mérite réflexion. » Demeuré seul, j'examinais ce nouvel élément. Première observation, Sidonie et Bobby n'avaient pas dit la vérité. Ils avaient déclaré que Jean de Sailly les avait ramenés chez eux, puis étaient rentrés seuls rue Henri Rochefort. Pourquoi ce mensonge? L'un des 2 hommes du trio était soutenu sous les bras par ses compagnons, qui, apparemment Jean, ivre probablement, et que les 2 autres avaient emmené dans sa chambre et traîné tout habillé sur son lit. Après quoi ils étaient partis. Pour entrer dans l'hôtel, Bobby n'avait eu qu'à prendre la clé dans la poche de son compagnon. Mais alors, pourquoi ne l'avoir pas dit? Pourquoi avoir dissimulé cet incident qui n'avait en soi rien de répréhensible, au contraire? S'ils ont menti, c'est donc qu'il y avait d'autre chose. Quoi? Qu'ont-ils fait dans cet appartement qui les contraignit à taire le fait de leur présence? Je ne trouvais pas de réponse à cette question, parce qu'une autre idée, une conception fausse, me masquait la solution. Tout d'un coup, je compris. Nous avions toujours cru, dur comme fer, que Tarelli mentait en déclarant qu'il avait trouvé le secrétaire vide. Et pourquoi, en somme, aurait-il menti sur ce seul point durant ce grand mouvement d'expansion qui l'avait contraint à libérer sa conscience? Or, dès l'instant qu'il avait dit vrai, le mensonge de Sidonie s'expliquait, tout devenait clair, s'enchaînait logiquement. C'était Bobby qui, avec le trousseau de clés de Jean ivre-mort, avait ouvert le secrétaire et s'était emparé des 120 billets. Et voilà pourquoi le secrétaire s'était ouvert si facilement sous les doigts de Tarelli. Bobby, parbleu, avait négligé de le refermer. Sidonie et Bobby connaissaient-ils la présence de cette forte somme? C'était probable. D'abord, parce que le jeune de Sailly, comme tous les étourneaux de son espèce, avait dû raconter la chose à sa maîtresse, se vanter d'avoir si bien vendu l'une de ses fermes. Ensuite,
Parce que les deux complices n'auraient pas commis la sottise de n'escamoter que 2 ou 3 000 francs, somme qui figurait ordinairement dans le secrétaire. Mais s'ils connaissaient la présence du gros magot, s'ils avaient décidé subitement de s'en emparer en voyant que Jean était hors d'état de s'y opposer, ils étaient trop intelligents pour ne pas se rendre compte de la dangereuse stupidité d'un pareil vol. En effet, quelques heures plus tard, au réveil, Jean, en constatant la disparition de ses fonds, les eut aussitôt incriminés. Du même coup, c'était la rupture et leur arrestation, car les deux complices ne pouvaient pas deviner qu'un troisième larron, caché dans la salle à manger, allait bientôt leur servir de bouc émissaire. Alors, pourquoi ce vol? Que s'était-il donc passé au juste? Décidément, l'affaire prenait une tournure nouvelle. Chapitre 4. Arrivé à ce point de son récit, Mick, essoufflé, s'arrêta, reprit haleine, lampa 2 ou 3 gorgées de bière, ralluma sa cigarette éteinte et reprit. « Vous avez déjà pu, mon cher Mortier, vous rendre compte de ma méthode. Elle consiste, comme dans les sciences physiques, à imaginer des hypothèses qui répondent aux faits, les expliquent et les justifient. Que l'hypothèse soit vraie ou non, je n'en ai cure. Je l'admets comme telle parce qu'elle m'est nécessaire, quitte à en vérifier par la suite la réalité. Si je la reconnais inexacte, j'en échafaude une autre, c'est une affaire d'imagination. Dans le cas présent, quelle était l'hypothèse qui aurait permis à Bobby et à sa sœur de s'approprier impunément les 120 billets? Une seule, mon cher, c'était que Jean de Sailly ne se réveilla pas. Quand j'entrevis cela, je demeurai stupéfait des conséquences d'un tel fait. Bobby avait-il drogué, empoisonné Jean de Sailly pour le voler? Sidonie s'était-elle inclinée devant le fait accompli, quitte à en profiter? Ou bien le frère et la sœur avaient-ils tout combiné d'un commun accord? S'il en était ainsi, s'il y avait crime, ce n'était plus un vivant, c'était un mort, que les deux complices soutenaient par les bras, rue Henri Rochefort, à 2 heures du matin. Et le valet de chambre avait assassiné un cadavre. Si je puis dire, il devenait innocent d'un homicide, car la loi ne punit pas, ne saurait punir l'intention de tuer non suivie des faits. Je reconstituais aisément la scène. Le valet cambrioleur avait entendu craquer le bois du lit, sous ses propres pas. Dans la demi-obscurité, son trouble aidant, il avait cru voir remuer le prétendu dormeur et il avait frappé. C'était vraiment là un cas extraordinaire, peut-être sans précédent dans les annales judiciaires. Il me restait à vérifier mes hypothèses. J'appelai Bagnoli, qui travaillait dans la pièce à côté. Je le mis au courant des nouveaux éléments de l'affaire, et nous décidâmes d'interroger au plus tôt Robert Jaboul, dit Bobby. Il ne fallait pas alerter le jeune homme, qui, grâce à l'argent volé, aurait pu nous glisser entre les doigts et passer à l'étranger. On ne le convoqua donc pas. Faber, de la brigade mondaine, qui connaissait son Montmartre sur le bout du doigt, nous indiqua la boîte de nuit qu'à ce moment fréquentait le gaillard, amant en titre de la patronne du lieu, une ancienne danseuse. Une boîte assez suspecte, paraît-il, où l'on trafiquait des stupéfiants. Cet inspecteur surveilla les allées et venues de Bobby et nous avisa vers minuit par téléphone que nous le trouverions au Chimpanzé. C'était le nom du dit établissement. Quand nous y pénétrâmes, il était bondé de monde. Assis sur une chaise haute, près du bar, Bobby humait un cocktail. Je m'approchai de lui. Je lui demandai quelques minutes d'entretien pour des détails à préciser, prétextai-je. Il parut surpris, mais très à l'aise et un peu comme chez lui. Il nous fit monter au premier étage, dans un cabinet réservé. Bobby, que j'avais aperçu une seule fois durant l'enquête, était vraiment d'une grâce inquiétante. 22 ans, un torse d'éphèbe apollinien, un visage d'ange pré-raphaélite et des yeux de saphir, mais avec ce regard un peu trouble que donnent les vices de toute nature. « Jeune homme, lui dis-je d'un ton bonasse, j'aurais besoin de quelques précisions complémentaires qui ne figurent pas dans votre déposition. Vous avez déclaré que M. Jean de Sailly vous avait ramené dans son auto au domicile de votre sœur, boulevard Berthier. Dans quel état se trouvait-il? Dans quel état? Mais comme moi, je veux dire, dans son état habituel, puisque chaque soir nous absorbions de multiples boissons. Voulez-vous dire par là que vous étiez passablement gris? Oh, ça, vous savez, on est toujours plus ou moins amoché après minuit, mais on a l'habitude, vous comprenez. Je vous demande cela parce que... Ici je mentis pour voir sa première réaction. Parce que Annette,
La cuisinière interrogée à nouveau prétend maintenant se souvenir d'avoir entendu un bruit de voix au moment où son maître est rentré. Le jeune homme tressaillit, une lueur fugitive passa dans ses yeux, il me regarda comme pour scruter ma pensée. Je poursuivis. N'auriez-vous pas par hasard accompagné d'abord Jean de Sailly à son domicile, jusqu'en sa chambre à coucher par exemple, pour l'aider à conserver son équilibre? Ça alors, s'exclama-t-il. Annette, à moitié endormie, a dû rêver ça. Voyons, insistai-je, faites un effort de mémoire. Je vous assure, monsieur l'inspecteur, que c'est absolument faux. Jean de Sailly est rentré seul. Vous ne dites pas la vérité, jeune homme, prenez garde. Je vous affirme que... Notez, interrompis-je, que ce n'est pas un crime que de ramener chez lui, de secourir un ami indisposé. Ce qui est grave, c'est de mentir à la justice. Cela donne aussitôt une apparence suspecte au fait le plus simple. Allons, monsieur Robert Jaboul, un bon mouvement, dites-nous la vérité. Vous vous taisez. Bien. Alors apprenez que j'ai un témoin oculaire, on vous a vu. C'est faux, je proteste. Il blêmit, son visage se crispa. On t'a vu, Bobby, poursuivis-je brutalement, avec ta sœur, soutenant de Sailly, le traînant, pénétrant dans la maison. On vous a même vu dans l'appartement, toute lampe allumée. Allons, avoue, tu l'as drogué, empoisonné pour lui voler son fric, les 120 billets, car tu savais qu'il les avait touchés dans la journée, chez son notaire. Monsieur l'inspecteur, je vous jure, je n'ai pas tué, je suis innocent. Sidonie aussi, je vais tout vous dire. Voilà, nous trois on prenait de la coco. Le 6 février, après une bordée, on est venu ici dans la pièce où nous sommes. On était déjà presque saoul. On a reniflé de la neige. Tout à coup, Jean nous a dit que la tête lui chavirait. Nous sommes descendus, il était 1h30, les clients étaient partis, nous avons poussé Jean dans sa voiture, c'est Sidonie qui a conduit. En route, il gémissait, il me dit « Va chercher un médecin ». Puis soudain, il a cessé de gémir, je le secoue, je lui parle, il ne me répond pas, je dis à Sidonie « Ça va mal, couchons-le tout de suite, faut téléphoner à un docteur ». Arrivé rue Henri Rochefort, je lui prends ses clés dans sa poche. Nous le traînons dans sa chambre, nous l'étendons tout habillé sur son lit, je lui défais son col, son gilet, je me mets à l'écoute, le cœur ne battait plus. Je dis à Sidonie « Nom de Dieu, je crois qu'il est mort ». Nous nous regardons, terrorisés. Je lui mets un miroir de poche devant la bouche. Fini. Il ne respirait plus. Une embolie peut-être. Effet de la drogue probablement. Ça arrive, paraît-il, ces accidents-là. Que faire? Si nous restons là, dis-je à ma sœur, nous n'aurons que des embêtements. Faut les mettre en vitesse. Filons. Sidonie, qui avait déjà retrouvé son sang-froid, me répond « Écoute, Bobby, sûr que j'ai du chagrin. Jean était un bon garçon, il me plaisait. Et tu sais bien que je lui étais fidèle. Mais ce qui m'arrive là est terrible. Tu te rends compte? Depuis des semaines, je traînais dans la mouise quand je l'ai rencontré, il y a 3 mois. À présent, qu'est-ce que je vais devenir? Il va falloir que je recommence à faire les boîtes de nuit. Et il se passera du temps avant que je ne retrouve un Chopin pareil. Tandis que si je voulais quoi? Alors elle me raconte que Jean a touché plus de 120 000 francs dans l'après-midi chez son notaire, que les banques étaient fermées le samedi. Il a sûrement garé la somme dans son secrétaire, que nous avons ses clés, et que c'est bien facile, ni vu ni connu, personne n'en saura rien. Nous dirons que Jean nous a ramenés boulevard Berthier, ensuite qu'il a dû rentrer chez lui. Quant à sa mort, rien à craindre. Le médecin légiste conclura nécessairement à une mort accidentelle due à une trop forte absorption de cocaïne. Nous en témoignerons. Nous ne cacherons pas, au contraire, que nous avons prisé de la blanche avec lui cette nuit-là au chimpanzé. Si la police vient à connaître la présence du magot et s'inquiète de sa disparition, nous avons un alibi. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé rue Henri Rochefort. Ça ne nous concerne pas. Et puis quoi? Conclut-elle. Jean était généreux. Cet argent-là, c'était sûrement avec moi qu'il l'aurait dépensé. C'est comme si j'héritais de lui. Il n'a ni frère ni sœur. En les prenant, ces 120 billets, nous ne faisons de tort à personne. Que voulez-vous, monsieur l'inspecteur? J'ai faibli comme bien d'autres à ma place. La fortune était là, à portée de ma main. Je ne suis pas un saint. Et puis, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Je ne vaux pas cher, je le sais. J'ai pourtant essayé de travailler, mais c'est plus fort que moi. Je ne suis pas doué pour ça.
Mais je ne suis pas un voleur, monsieur l'inspecteur. J'ai volé, oui. Ça n'est pas la même chose. En tout cas, je vous jure que j'ai dit la vérité. Appelez-moi voleur si vous voulez, voleur d'occasion, monsieur l'inspecteur, mais je ne suis pas un assassin. Ça, non. Jaboul, suivez-moi. Je vous arrête pour vol, et je vais faire arrêter votre complice. Vous êtes un misérable. Vous avez fait pire que de voler, vous avez laissé inculper de meurtre Gino Tarelli, qui pouvait payer de sa tête son crime inexistant. S'il avait été condamné à mort, je vous affirme que j'aurais parlé. Et s'il avait été condamné aux travaux forcés, vous auriez gardé le silence, n'est-ce pas? Trop heureux de trouver un bouc émissaire. Vous auriez laissé toute sa vie au bagne un pauvre diable qui n'a volé que quelques couverts d'argenterie. Bobby baissa la tête. Malheureusement, ajoutai-je, la loi ne punit pas le crime du silence. Vous ferez ainsi que votre sœur, 2 à 5 ans de prison. C'est peu pour une si grande infamie morale. Voilà mon histoire terminée, mon cher Mortier. Quant à Tarelli, il ne sera condamné que pour vol qualifié. Si vous l'aviez vu, quand je lui annonçai qu'il avait tué un mort, pour un peu je crois qu'il m'aurait embrassé. Je comprends ça, dis-je en riant. En tout cas, en fait d'erreur judiciaire, celle-là n'est pas ordinaire. Ainsi s'achève, le 7 février, par Alfred Mortier.